Pour commencer, j'aimerais savoir comment vous décririez la situation actuelle en République démocratique du Congo, Monsieur le Président. Oui, c'est une situation injuste qui nous a été imposée. Nous sommes victimes. Nous avons lancé de nombreux chantiers en République démocratique du Congo. Le premier était celui qui consistait à instaurer la paix. J'ai visité les 9 pays voisins de la RDC. J'ai rencontré mes homologues pour discuter de la nécessité de développer un programme de développement commun au bénéfice de toutes les populations. L'autre projet consistait à reconstruire notre pays avec des infrastructures et un autre concernait les aspects sociaux. Nous avons lancé un programme d'éducation gratuite et accessible à tous et nous travaillons activement sur la couverture santé universelle afin d'améliorer considérablement l'accès aux soins médicaux pour tous les citoyens congolais, sans exception. Et pendant que nous travaillons sur tout cela, nous avons malheureusement été victimes d'une guerre injuste qui cache des intentions de pillage, des intentions claires et manifestes de piller nos précieuses ressources minérales et agricoles. C'est malheureusement la situation injuste que nous vivons. Vous mentionnez plusieurs fois l'injustice et le fait d'être victime. Qu'aimeriez-vous que la communauté internationale comprenne mieux à propos de ce conflit? Y a-t-il quelque chose qui, peut-être, est souvent négligé ou mal compris? Eh bien, la communauté internationale doit comprendre que tout cela a commencé avec le génocide du Rwanda en 1994. À l'époque, la RDC s'appelait le Zaïre et le président du Zaïre, Feu Mobutu, a été invité à ouvrir les frontières pour accueillir les réfugiés rwandais qui fuyaient le génocide. Mais malheureusement, parmi ces victimes, il y avait parmi eux des auteurs du génocide. Et nous aurions agi autrement pour contrôler ces auteurs du génocide, mais nous avons donné à l'armée rwandaise l'autorité d'entrer sur le territoire congolais pour régler ce problème. Et depuis ce moment-là, la crise a commencé en RDC et la communauté internationale nous a abandonnés. Et, nous sommes victimes et nous avons enregistré des millions de victimes depuis lors. Aujourd'hui, nous pensons que la communauté internationale a le devoir de prendre position avec nous et de nous aider à résoudre cette situation. C'est pourquoi je voudrais ici remercier l'administration Trump pour les efforts qu'elle déploie. Et je suis même convaincu que cela portera ses fruits. Et je tiens vraiment à dire que, finalement, la communauté internationale, à travers les États-Unis qui prennent les devants, a compris qu'il fallait aider le peuple congolais. Parlons donc de cette prochaine cérémonie de signature de l'accord de paix. De quoi s'agit-il dans cet accord de paix? Pouvez-vous expliquer? Eh bien, il n'y a rien de magique, dans cet accord. Comme je viens de le dire, tout tourne autour de la prise de conscience au sein de l'administration américaine, la prise de conscience des conflits qui existent depuis environ 30 ans et qui ont fait des millions de victimes. Donc, comme toute autre initiative importante et cruciale, il s'agit principalement de mettre fin à la guerre dévastatrice et prolongée et d'obtenir le retrait inconditionnel et complet de tous les groupes armés impliqués et de leurs objectifs spécifiques et déclarés afin de restaurer une paix durable et une stabilité régionale. En plus de cela, nous devons aussi trouver une solution à cette guerre qui est fondamentalement une guerre économique. Et juste pour vous donner un peu de contexte, comme je viens de le dire, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire lorsque j'ai pris mes fonctions en 2019. Je suis allé rendre visite aux pays voisins. À l'époque, il y avait le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui étaient les plus concernés, car à ce moment-là, le Burundi s'était aussi allié à l'Ouganda et au Rwanda contre la RDC.
afin de proposer cet accord entre nous et voir comment nous pourrions avancer vers une coopération basée sur des échanges économiques plutôt que de nous battre, d'entretenir ces tensions, des tensions inutiles qui auraient des conséquences sur la stabilité de la région. Malheureusement, en 2022, le Rwanda, est entré en guerre contre nous et l'Ouganda a compris que nous sommes désormais, en train de construire de bonnes, relations avec le président Museveni et le Burundi, grâce au président Niyonsaba, a aussi considérablement amélioré ses relations avec la RDC. Ils sont maintenant un pays frère. Nous espérons maintenant qu'avec la médiation de l'administration américaine, cette paix deviendra réalité. Pourquoi pensez-vous que le président Trump est si intéressé à apporter la paix en RDC? Pourquoi travaille-t-il aussi dur pour apporter la paix en RDC selon vous? Tout d'abord parce qu'il l'a annoncé. Et puis, le président Trump représente la première, puissance mondiale. Les États-Unis sont en réalité les leaders et tout le monde connaît l'influence des États-Unis. Je parlais de la communauté internationale, et je crois que les États-Unis ont une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé dans la région. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont coupables, mais ils ont la responsabilité d'avoir fait confiance à un régime, le régime rwandais, qui était impliqué dans le génocide. En essayant de corriger les erreurs qu'ils avaient commises, ils ont même causé d'autres erreurs et d'autres crises en RDC. Et je pense que cette prise de conscience de l'administration américaine pourrait changer la donne. Comme vous le savez, Monsieur le Président Trump désirait ardemment apporter la paix en RDC, comme il me l'a personnellement dit à de nombreuses reprises. Et il a réuni cette équipe spécifique qui a vraiment travaillé dur pour faire avancer cet accord, pour qu'il se réalise vraiment. Et il ne veut pas seulement apporter la paix en RDC, il veut aussi mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il observe également la situation au Moyen-Orient. Et ma question pour vous, Monsieur le Président, lorsque nous verrons enfin la paix arriver en RDC, envisagez-vous d'être le premier président africain à nominer le président Trump pour le prix Nobel de la paix? Le Pakistan vient de le faire, d'ailleurs. Quand atteindrons-nous la paix? Dieu seul le sait. Je dois quelque chose au président Trump. Je reconnais que, il a vraiment pris ce sujet à cœur personnellement et nous lui devons vraiment de la reconnaissance pour cela. Il a, nommé une équipe très inefficace dirigée par le Dr Massad Boulos, qui travaille, en collaboration avec nos amis du Qatar et aussi avec, la présence de l'Union africaine dirigée, par le président Faure Yahya Sibé. C'est quelque chose qui, progresse très bien et maintenant nous en sommes au stade de l'accord de principe. Un ensemble de principes a été retenu pour l'accord et si tout se passe bien, d'ici la fin de la semaine prochaine, nos deux ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda se rencontreront aux États-Unis pour signer un accord allant au-delà d'un simple accord de principe, puis nous viendrons l'entériner autour du président Trump aux États-Unis. Mais je ne sais pas quand cela aura lieu. Cela dépendrait à la fois de l'évolution de la situation sur le terrain, mais aussi de l'agenda américain, des États-Unis. Comme nous le savons, les États-Unis sont impliqués dans tellement de dossiers. Nous avons parlé du Moyen-Orient, nous avons évoqué la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et il y a aussi le conflit entre le Rwanda et la RDC. Donc, cela dépendrait de ces facteurs, mais je pense que cela pourrait avoir lieu vers la mi-juillet. Mais ensuite, je crois que, s'ils parviennent à accomplir cela, à mettre fin à un conflit injuste qui a causé des milliers,
voire des centaines de milliers de morts. Et certains diraient que, cette guerre a causé plus de morts que la Seconde Guerre mondiale, et je pense que si le président Trump, grâce à sa médiation, parvenait à mettre définitivement fin à cette guerre, il mériterait vraiment ce, prix Nobel. Je serai le premier, j'irai le premier voter pour lui. Et, Monsieur le Président, comme nous le savons, la réputation de la République démocratique du Congo dans le monde n'est pas bonne. Beaucoup de gens considèrent ce pays comme très corrompu et avec des problèmes de mauvaise gouvernance. Lorsque cet accord de paix sera enfin conclu, prévoyez-vous de mener un travail très approfondi, pour lutter contre la corruption dans ce pays? Non, pas du tout. Parlons de cette question de la corruption. En général, la RDC est stigmatisée. Bien sûr, la corruption existe partout dans le monde, même dans les pays démocratiques. Partout ici on entend parler de cas de corruption, Donc, ce n'est pas quelque chose de très spécifique à la RDC seulement. Et puis, il faut savoir qu'il y a de nombreux aspects à prendre en compte dans notre pays quand on parle de cette corruption. La première chose, c'est le comportement. Durant toutes ces dernières années, nous avons constaté des problèmes liés, au comportement. Par conséquent, la corruption est très présente et très évidente en Afrique, chez les Congolais. Et puis, nous avons aussi ce système juridique du pays qui devrait s'occuper de régler ce problème. Nous avons également les conditions sociales, c'est-à-dire les salaires qui rendent difficile pour certaines personnes de manger, et de s'en sortir. Et c'est quelque chose sur lequel nous avons commencé à travailler depuis que j'ai pris mes fonctions en 2019. Nous avons commencé à lutter contre cela. J'ai, mis en place plusieurs, mécanismes de changement de mentalité et il y a une unité qui se consacre à cela. Et il y en a une autre qui lutte contre la corruption à travers la sensibilisation et la dénonciation. J'ai lancé des réformes et aujourd'hui je pense que ce n'est pas encore parfait, mais nous continuons d'y travailler. Avez-vous vu des progrès? Oui, bien sûr, si vous parlez de progrès, je mentionnerai que le troisième élément concerne les recettes. Quand je suis arrivé au pouvoir, le budget de la RDC était d'environ 5000 $1000, $1 milliard. Et aujourd'hui, nous avons triplé ce montant. Et aujourd'hui, nous sommes capables de, collecter cela grâce aux mécanismes que nous avons mis en place. Nous avons collecté plus de recettes. Et nous allons également mobiliser nos efforts car nous devons diversifier notre économie. Nous allons certainement élargir notre Nous allons avoir la possibilité d'améliorer l'efficacité de la justice et du système juridique, et cela nous permettra, de réduire l'impact de la corruption sur l'économie. Donc il nous faut juste un peu de temps et nous avons aussi besoin de paix et de stabilité. Cela nous permettra d'atteindre tout cela. C'est pourquoi l'accord dont nous parlions, l'accord économique avec les États-Unis, est bien perçu ici car il nous permettra non seulement d'extraire nos minerais et aussi, de désigner des responsables pour cela, mais également de les traiter et de les transformer localement en améliorant notre capacité énergétique de transformation ou d'apport de valeur ajoutée, en créant des emplois et de la richesse. Et cela permettra un développement économique, et cela aura un impact sur l'état d'esprit du peuple congolais, comme je viens de le dire, et cela leur permettra de travailler pour le développement de leur pays au lieu de corrompre le système économique. Voilà, c'est tout. Nous avons juste besoin d'un peu plus de temps. Nous avons besoin de concentration, nous avons besoin de paix et de stabilité.
Mais Monsieur le Président, l'accord de paix ou la paix qui viendra en RDC apportera de nombreuses opportunités d'investissement. Envisagez-vous de renforcer cette lutte contre la corruption? Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui envisagent de venir en RDC, mais la situation actuelle n'est pas la meilleure. La corruption est toujours présente, même si le président a mentionné qu'il y a beaucoup d'efforts pour la combattre, mais prévoyez-vous de renforcer cette lutte contre la corruption? Bien sûr. Mais nous n'avons pas, attendu cet accord économique pour lancer ces, initiatives. Je parle déjà de ce que nous avons fait avec nos amis chinois. Quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai constaté, une injustice dans le partenariat que la Chine avait signé avec le gouvernement et j'ai corrigé cette injustice. Je me suis rendu en Chine et j'ai parlé avec les dirigeants et je leur ai dit que j'attendais un partenariat gagnant-gagnant. Mais malheureusement, j'ai remarqué qu'ici, la Chine tirait la majeure partie des bénéfices, plus que le Congo, et nos amis chinois ont accepté de revoir cela. Et maintenant, nous essayons de rééquilibrer les choses à ce sujet. Bien sûr, cet accord aura un impact non seulement sur le niveau de vie des citoyens congolais, mais aussi sur les comportements, les mentalités, qui sont très vulnérables à la corruption. Quand on a une capacité financière, on est moins vulnérable à la corruption. Voilà, c'est tout. Et comment comptez-vous assurer la sécurité des investisseurs étrangers dans les zones qui étaient en conflit? Oui. Dans ces zones, aujourd'hui, nous luttons contre ces conflits. Nous essayons d'éradiquer cela grâce à la médiation des États-Unis que je salue, mais aussi par le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Et à ce sujet, je crois que nous avons été très peu performants et même la dernière agression du Rwanda, cette agression militaire, dans les villes de Goma et Bukavu, démontre clairement que notre système de défense a été très inefficace et malheureusement défaillant. Mais bien sûr, c'est grâce aux réformes, aux partenariats et aussi à l'investissement dans les institutions, notamment les services de renseignement et l'armée. Cela nous permettra d'améliorer ce système de protection, pour les citoyens et pour nos frontières. C'est donc ce que nous préparons, et je pense que ces investissements seront les bienvenus puisqu'ils permettront à la RDC, ainsi qu'aux États-Unis, de renforcer leurs liens et, par conséquent, d'avoir davantage d'intérêts communs à préserver. Et l'expérience des États-Unis sera également très bénéfique pour nous à l'avenir. Avez-vous des politiques pour impliquer la diaspora congolaise dans le développement national? Il y a beaucoup de Congolais très talentueux et compétents qui peuvent aussi, apporter leur savoir-faire pour développer le pays. Prévoyez-vous de mettre en place une politique pour impliquer ces Congolais de la diaspora? Eh bien, la première politique, en ce qui me concerne, c'est la loi sur, la nationalité. Comme vous le savez, aujourd'hui la nationalité congolaise est, exclusive. Cela signifie que lorsque vous avez la nationalité congolaise, vous n'avez pas le droit d'en avoir une autre. Alors que nous avons beaucoup de citoyens du Congo qui ont obtenu d'autres nationalités. Donc, nous devons vraiment nous battre, pour ce principe. Mais au Congo, c'est très sensible puisque, nous avons un conflit frontalier, notamment les conflits avec le Rwanda, où nous avons vu que nous étions victimes d'infiltration. Ces citoyens rwandais sont venus et se sont présentés comme étant congolais, donc c'est un sujet très sensible. Et la deuxième chose, que nous avons déjà commencé à faire, c'est, la suppression des visas pour les citoyens d'origine congolaise. Même s'ils ont une autre nationalité supplémentaire,
ils ont le droit de revenir au Congo sans aucune exigence de visa. Donc, c'est quelque chose qui est en vigueur depuis que j'ai pris mes fonctions. Maintenant, nous travaillons aussi et, essayons de, mettre en place, des incitations fiscales pour ces Congolais qui reviendraient au Congo dans le but d'investir. Mais bien sûr, vous allez parler de ceux qui ont des connaissances et des compétences, peut-être des professeurs ou des médecins. Nous essayons également d'améliorer les conditions grâce au programme de développement des 145 territoires que j'ai mis en place dans le but d'améliorer les conditions de vie dans ces territoires qui vivent dans des conditions sûres. Nous construisons, des routes de desserte agricole, des écoles, des centres de santé, des bureaux administratifs afin de rendre la vie plus confortable et de lutter contre l'exode rural. Et je crois que tout cela aura un impact sur les décisions de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, qui décideront de quitter les États-Unis et de venir dans la campagne, quelque part dans une région reculée du Congo, peut-être l'Ituri, le Tchokono, le Kasaï, et j'en passe, pour venir, contribuer au développement. Donc, ce sera le domaine majeur ici, c'est que nous développons, comme je viens de le dire, cela nécessite la paix et la stabilité, car il est impossible d'atteindre cela sans paix et, stabilité. Et Monsieur le Président, j'ai une question de plus que probablement beaucoup d'Africains aimeraient vous entendre répondre. De votre point de vue, qu'est-ce qui rend si difficile pour les Africains de trouver des solutions à leurs propres problèmes? Par exemple, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le processus de Luanda, le processus de Nairobi, l'Union africaine, la SADC, tous ces Africains qui essaient d'apporter une solution à ce conflit entre la RDC et le Rwanda, alors qu'au final, la RDC a fini par chercher une solution à Doha, et maintenant ce sont les États-Unis qui dirigent ce processus de paix? Eh bien, vous posez là une question très importante et absolument fondamentale qui touche directement à la nécessité même, à la raison d'être profonde de l'existence de l'Afrique en tant que continent et entité géopolitique. Et je suis vraiment contre cette sorte d'hypocrisie que nous avons entre Africains. On parle facilement de solutions africaines aux problèmes africains, mais à un certain moment, grâce à cette épreuve, à cette crise injuste que nous vivons, causée par le Rwanda, cela m'a permis d'avoir une vision claire de ce slogan qui est vide de sens. Et nous avions des preuves et des éléments concrets, nous avons été victimes de l'agression rwandaise, mais je n'ai pas vu de pays africains, ou du moins pas beaucoup de pays africains, se lever et dénoncer cette injustice. Certains de mes collègues venaient fréquemment me voir et ils me disaient lors de certains forums africains importants, ils me confiaient en privé des choses qu'ils n'oseraient absolument pas dire publiquement, car cela aurait pu avoir des conséquences négatives pour eux. Et je dois vraiment saluer, le président Lourenço, qui est un excellent médiateur et qui a vraiment, fait tout son possible pour parvenir à cette, paix. Et s'il n'y avait pas eu, si nous avions réussi à nous rencontrer le 15 décembre, le Rwanda aurait pu régler cette, question liée à la crise. Je salue également certains pays de la SADC qui nous ont soutenus. Je citerai l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. Ce sont des pays qui ont, vraiment pris cette question au sérieux afin de faire avancer les choses. Je dois aussi remercier l'Ouganda, le Kenya et le Burundi, surtout le Burundi. Ils ont, ils ont vraiment été à nos côtés et ont pris parti pour nous. Je dois vraiment mentionner ce pays parce que beaucoup d'autres n'ont pas eu le courage de s'impliquer comme ces pays l'ont fait. Et c'est là le problème que nous avons en Afrique. Évidemment, nous avons aussi, une certaine influence venant de l'extérieur du continent, je pense. Mais je crois que l'Afrique, la véritable indépendance,
c'est de pouvoir dire que nous avons des principes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, et parmi ces principes, il y a celui qui concerne la non-agression d'un État africain envers un autre État africain. Donc, une fois que cela est réussi et accompli, c'est un principe sur lequel nous nous sommes tous mis d'accord. Nous devrions avoir le courage de dire « cela ne peut pas avoir lieu », mais nous ne le faisons pas. Le problème avec les Africains, c'est que nous sommes nous-mêmes le véritable problème. Nous acceptons et nous nous mettons d'accord sur des principes auxquels nous ne nous tenons pas. Quand j'ai pris mes fonctions en 2019, il y avait une résolution qui disait que, en 2020, l'objectif serait de, faire taire les armes et les conflits en Afrique. Est-ce que cela a été accompli? Non. Aujourd'hui, c'est un échec total, c'est-à-dire que, nous votons des principes auxquels nous ne nous tenons même pas. Tant que nous agissons ainsi, les autres continents ne nous respecteront jamais et on continuera à se plaindre partout en disant que le peuple africain n'est pas respecté. C'est cela qu'il faut arrêter de faire. Nous ne pourrons être respectés par les autres que si nous sommes capables, de respecter les engagements que nous avons pris. Alors, pensez-vous, Monsieur le Président, que nous, en tant qu'Africains, ne sommes pas unis? N'avons-nous pas la même vision sur certains sujets? C'est pour cela que nous continuons à avoir ces problèmes? Eh bien, notre union n'est que, elle n'est pas réelle. Comment peut-on véritablement parler d'unité, de cohésion ou même de principes fondamentaux lorsqu'une nation, avec une intention clairement hostile, peut provoquer la mort tragique de millions de personnes innocentes dans un territoire voisin souverain et que cette atrocité est manifestement visible et connue de tous, dans le but purement économique de piller des minerais précieux? De quelle unité peut-on parler? Je veux que vous approfondissiez vraiment ce mot. Je ne peux pas définir l'unité avec un tel comportement. Donc, c'est seulement, ce n'est pas réel, cette unité. On en parle juste, mais ce n'est pas réel. Peut-être que j'étais naïf de croire en cette unité africaine, mais je pense que c'est, je pense que c'est la leçon que j'ai tirée de cette crise, et c'est vraiment important d'aller partout en Afrique et de dire que l'unité africaine dont nous parlons tous n'est pas réelle. L'unité africaine commencerait vraiment par le respect des principes que nous avons choisis et pour lesquels nous avons voté. Et celui qui... Une dernière question, Monsieur le Président. Quel message aimeriez-vous adresser au président Trump en lui disant que, finalement, ces années de guerre que le peuple congolais a endurées sont sur le point de prendre fin? Eh bien, tout d'abord, je dois le remercier pour son, intérêt, pendant le premier mandat du président Trump. Il a complètement ignoré l'Afrique. Mais maintenant, il a manifesté de l'intérêt pour l'Afrique et nous le remercions pour cela. Et je veux aussi l'encourager à